au luminol, mais ils ne découvrent rien. Puis, les experts en informatique de la police fouillent le disque dur de l'ordinateur personnel de Mike et découvrent la preuve que Mike avait une vie sociale très active pour un homme marié. Michael Garvin avait une vie de célibataire. Il sollicitait des gens en ligne, il envoyait des fleurs à des femmes qu'il venait de rencontrer, et il s'organisait des rendez-vous avec des femmes comme un vrai célibataire. En découvrant dans le disque dur de son ordinateur que Mike Garvin passe régulièrement des annonces en ligne sur Match.com, un site pour célibataires, les enquêteurs en déduisent que le couple qu'il forme avec Shirley bat de l'aile. D'autant que Garvin se prétend veuf auprès de ses correspondantes. Bien que troublante, cette information ne fait pas pour autant du promoteur l'assassin de sa femme. Mais les questions restent posées. Pour quelle raison Shirley Garvin a-t-elle disparu et où se trouve-t-elle? Puisque les caméras de l'autoroute le prouvent, elle n'a pas accompagné son mari à Key West. En apprenant sa mystérieuse disparition, la famille de Shirley Garvin est bouleversée et avide d'informations. Nous étions à table dans un restaurant en train de déjeuner. J'ai posé la main sur son bras et je lui ai demandé « Mike, comment tu supportes tout ça ?» Et il m'a répondu « Tu sais Nancy, je suis du genre à ne jamais regarder en arrière. Je regarde toujours devant moi. » La vérification de ses antécédents révèle d'autres éléments également troublants. Mike a d'importantes dettes à la banque, d'un montant approximatif de 86 000 $, et la plupart des actifs du couple sont au nom de Shirley. Pour moi, il était évident qu'elle était à l'aise financièrement et que lui avait de gros problèmes. Ce n'est que peu de temps avant sa disparition que je l'ai entendu dire quelque chose de désobligeant à l'égard de Mike. Les amis de Shirley informent la police que Shirley avait l'intention de quitter Mike. Elle le trouvait financièrement irresponsable. Shirley disait qu'elle avait l'intention de quitter le quartier et que Mike ne viendrait pas avec elle. Afin de ne pas perdre la trace de Mike, la police installe discrètement un récepteur de système de localisation GPS sous la voiture de celui-ci. Aujourd'hui, ce n'est plus la police qui suit les suspects. Les satellites le font à sa place. C'est un récepteur qui va enregistrer les déplacements et envoyer un signal à un ordinateur permettant de le suivre sans interruption. Ainsi, on a pu effectuer une surveillance clandestine de Michael Garvin. Environ 6 semaines après la disparition de Shirley, le GPS indique que Mike s'est rendu sur un terrain de golf abandonné situé dans un parc à 30 km de sa résidence de Jacksonville. Curieuse coïncidence, Mike reçoit un appel sur son portable dans ses environs le matin de son départ pour Key West. On a emmené des chiens pisteurs de cadavres et ils sont tombés en arrêt sur un bassin proche de l'endroit où le GPS montre qu'il est resté plusieurs minutes. La direction du parc met environ 1 semaine à drainer l'intégralité du bassin de rétention, mais sans résultat. C'était très décevant. On avait passé 1 semaine à faire ça et on était de retour à la case départ. 10 jours plus tard, Mike entreprend un second voyage en direction du parc. Cette fois, la police est en mesure d'interroger un employé du parc qu'il a aperçu avec une femme qui s'avérera plus tard être sa maîtresse, rencontrée sur Internet. Après leur départ, une patrouille de police découvre quelque chose de très suspect près de l'endroit où Mike a garé sa voiture. Cet endroit se démarquait du reste. La surface du sol n'était pas la même qu'ailleurs. Nous avons effectué un sondage de la scène du crime, consistant à planter une sonde dans le sol qui indique si le sable ou la boue ont été récemment remués. À quelques mètres de la surface, la police découvre un corps humain enveloppé dans un sac poubelle scellé avec du ruban adhésif. Il s'agit de Shirley Garvin, avec au poignet la date de sa mort. Sa montre s'était arrêtée entre le 25 et le 26. Le 26 janvier, le jour où Mike a quitté Jacksonville pour se rendre à Key West. On ne l'aurait jamais trouvée s'il ne nous avait pas conduit directement à elle. L'autopsie révèle que Shirley a été tuée de 2 blessures par balle à la tête. J'ai vraiment cru que j'allais m'effondrer sur place. J'ai été prise de nausées. Je me suis sentie dans l'impossibilité physique de me contrôler. Jamais
Au cours de ma vie, je n'ai ressenti un tel chagrin. Mais la police ne parvient pas à prouver que Mike possède un revolver de calibre 22. Dans le garage de Mike, en revanche, la police découvre 3 rouleaux de ruban adhésif qui sont envoyés à l'experte en fibres, Donna Wallace. J'ai pu éliminer 2 des 3 rouleaux de ruban adhésif, car ils étaient visiblement différents de celui qui était sur les sacs. Il y avait une légère différence de couleur et il comportait des dentelures à son extrémité. Mais il en va différemment du 3e rouleau. Contrairement au ruban adhésif traditionnel, le scotch tissé comporte un entrelac de fibres sur sa face collante afin de le renforcer. Il est plus difficile de déchirer un morceau de ruban adhésif tissé et les fibres laissent une trace particulière à l'endroit de la déchirure qui est souvent aussi précise qu'une empreinte digitale. Ça s'appelle un test comparatif de fragments. On peut comparer ça à un puzzle médico-légal. Il s'agit de rapprocher les pièces entre elles pour voir si elles ont constitué un seul morceau. Donna Wallace utilise un microscope haute définition pour comparer le bout du rouleau de scotch saisi dans le garage des Garvin aux extrémités des autres morceaux qui attachaient le cadavre de Shirley. Elle découvre que les extrémités du ruban adhésif correspondent parfaitement. Cette preuve matérielle étant suffisante pour établir la culpabilité de Mike Garvin, le procureur délivre contre lui un mandat d'amener. Le fait que j'ai été capable de recoller ces 2 pièces de rouleau adhésif ensemble prouve que les morceaux retrouvés sur les sacs poubelles enveloppant le corps de la victime provenaient bien du rouleau trouvé dans le garage de leur maison. Mike Garvin est arrêté et inculpé d'homicide volontaire. Nous avons ces déclarations incohérentes. Nous avons la vidéo du péage qui montre que Shirley n'était pas dans la voiture. Nous avons le GPS qui nous a conduit directement à son corps. Les morceaux de scotch correspondent. Nous avons ses maîtresses. Nous sommes prêts à aller au procès. Les procureurs pensent que Shirley Garvin avait l'intention de quitter son mari et que Mike Garvin était au courant. Shirley s'est probablement rendu compte que c'était un coureur de jupons, endetté jusqu'au cou, et qu'il se servait d'elle pour régler ses problèmes. Puisque la plupart des actifs du couple sont au nom de Shirley, Mike se sent très probablement menacé. Mike est passé du statut de profiteur à celui d'assassin. Lors de la nuit du 25 janvier 2003, selon les procureurs, Mike Garvin attend que Shirley rentre de sa journée de shopping et la tue avec une arme de calibre 22. Puis, il l'enveloppe dans des sacs poubelles qu'il scelle avec du scotch tissé. L'expertise médico-légale confirme que le scotch provient bien de la maison des Garvin. Mike dépose le corps de Shirley dans le coffre de sa voiture. Et à 18h21, il discute avec sa maîtresse au téléphone, ce qu'il n'aurait probablement pas pu faire si Shirley avait été en vie. Le lendemain, il se rend chez sa maîtresse. Celle-ci déclare à la police qu'il a passé la nuit chez elle pour la première fois depuis leur rencontre. Ce qui confirme une fois de plus que Shirley était déjà morte. À la première heure, Mike se rend en voiture au parc et enterre le corps de Shirley. Sur place, il prend un appel sur son portable, appel relayé par la borne GSM la plus proche. Ensuite, Mike se dirige vers Key West en Floride pour sa couverture. Les caméras situées dans le péage et la supérette apportent la preuve que Mike est allé seul à Key West. Après l'arrivée du couple, les registres de l'hôtel montrent que Mike n'a commandé qu'un seul sandwich au poulet au restaurant. Une autre incohérence, un nouveau mensonge à la police. Le lendemain matin, il signale la disparition de sa femme.
C'était son alibi. C'est ce qu'il avait décidé de faire, signaler sa disparition de Key West afin que la police centre son enquête sur cette ville plutôt que sur Jacksonville. 6 semaines après la disparition de Shirley, le GPS placé sur la voiture de Mike Garvin indique qu'il se trouve dans un parc non loin de la tombe où il a enterré le corps de sa femme. Le meurtrier s'y rend pour vérifier sans doute que personne ne l'a découvert. Cynisme ou perversion? Garvin se rend à nouveau sur les lieux une semaine plus tard, mais cette fois en compagnie de sa maîtresse, une femme rencontrée sur un site internet. Quand le couple s'éloigne, après s'être promené à proximité de la tombe, les policiers déterrent le corps de Shirley. Il se trouvait à moins de 10 mètres de l'endroit où Mike avait garé sa voiture à 2 reprises. J'ai pu retourner à l'endroit où Mike Garvin s'était arrêté la première fois dans le parc et vérifier que c'était effectivement à moins de 10 mètres de l'endroit où se trouvait la tombe. Comment a-t-il pu s'arrêter à moins de 10 mètres du cadavre, non pas une fois, mais 2 fois? Ce qui est ironique dans cette affaire, c'est que c'est Mike Garvin lui-même qui a élucidé le meurtre de Shirley Garvin. Certains membres de la police soupçonnent que Mike Garvin a quelque chose à voir avec la pendaison de sa première femme, survenue 16 ans plus tôt. Malheureusement pour nous, il n'y a pas eu d'autopsie et le corps a été incinéré. Donc, nous n'avons rien pu faire de ces présomptions. Confronté au nombre écrasant de preuves médico-légales concernant le meurtre de Shirley, Mike Garvin n'a pas d'autre choix que de plaider coupable. Michael Garvin s'est rendu compte qu'il y avait une montagne de preuves contre lesquelles il ne pouvait rien. Il était cerné de toutes parts et il n'aurait rien eu à gagner devant un tribunal, à part une humiliation publique à laquelle il ne voulait pas faire face. Ça m'a rendu malade de savoir qu'il avait fini par l'admettre lui-même. Ça m'a rendu complètement malade. Mais ça m'a également conforté dans ma conviction qu'il était trop faible pour supporter son procès. Garvin est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il reste un mystère. En effet, nous n'avons jamais su ce qui s'était réellement passé, vu qu'il n'y a pas eu de procès. Il refuse de révéler ce qu'est devenu l'arme du crime, mis à part qu'elle est irrécupérable. L'arrogance de Michael Garvin était telle qu'il a été jusqu'à utiliser son propre scotch pour sceller les sacs, croyant que la science ne pourrait pas remonter jusque-là. C'est ce qui l'a condamné. La science dans cette affaire est plus efficace qu'un témoin visuel parce qu'elle ne ment pas, ne se trompe pas et n'oublie pas. Ça ne nous ramènera jamais, Shirley. On en est bien conscient. Mais en quittant le tribunal qui avait condamné Mike Garvin à perpétuité, nous savions que nous avions fait tout notre possible pour Shirley. Dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, la naïveté des criminels est une cause d'étonnement. Et nous en réjouissons au nom de la justice, car si nous récapitulons les faits de cette sombre histoire, nous nous apercevons que Mike Garvin n'a pas cessé d'accumuler des erreurs grossières. Voyons cela dans le détail. Garvin quitte tout d'abord Mandarin pour se rendre à Key West, puis il loue une chambre d'hôtel et commande un seul sandwich dans le bar voisin. Or, pour que son plan ait une chance de succès, Shirley doit impérativement être visible à ses côtés. Comment le meurtrier peut-il imaginer que son absence puisse échapper à une multitude de témoins, sans parler bien sûr des dizaines de caméras de surveillance qui contrôlent